Voilà, mes deux points pour moi qui sont obscurs, je ne sais pas pour les autres, mais tu évoques beaucoup les tendances. D'accord. Voilà, pour moi ça me parle pas de loin. Voilà. Et les causes de la scission qui semblent très fortes. Ça, je vais venir. Ça, je vais venir. Oui. Mais en revanche, sur les tendances, c'est vrai que tu as raison de me rappeler à ça. Lorsque se crée la FEN, j'ai dit que le fonctionnement était, dès le départ, installé dans un fonctionnement de tendance. Quelles étaient les tendances principales et qui vivront encore, qui vivent encore aujourd'hui. Sauf que c'est plus à l'intérieur de la FEN, enfin de l'UNSA Éducation. Il y avait d'abord la tendance majoritaire de la FEN qu'on appelait, aux différents noms, les autonomes. Donc autonomes, pourquoi ils étaient favorables à l'autonomie, puis qui deviendra UID. Je dois avoir ici un feu. UID, donc c'était son nom à la fin de l'histoire de la FEN unitaire. UID, unité, indépendance et démocratie. Majoritaire à la FEN, majoritaire au SNI-PEGC. Voilà. Alors, au SNI-PEGC, je reviendrai après sur les évolutions politiques internes. Ça, c'est donc la tendance majoritaire à la FEN, qui est donc devenue la tendance majoritaire à l'UNSA Éducation. Mais sachant qu'on n'en est plus dans ce type de fonctionnement à l'UNSA Éducation. Et puis, la deuxième tendance en nombre, en importance, c'est unité-action. Unité-action qui s'appelait à l'origine, il s'appellera unité-action qu'en 1953, mais à l'origine, il s'appelait les pro-cégétistes. Voilà, c'est clair comme... alors, ils étaient majoritaires dans l'enseignement technique. Il existait à l'époque un syndicat national de l'enseignement technique et un syndicat et l'ancêtre du SNES qui fusionneront en 1966. Mais UA était majoritaire dès le départ dans l'enseignement technique et uniquement dans l'enseignement technique. Mais ils avaient une très forte présence au SNI-PEGC, enfin au SNI à l'époque, hein, SNI-PEGC, c'est à partir de 1970, mais au SNI, le syndicat des instituteurs, et ceci expliquera en grande partie cela, j'y reviendrai. Et troisième tendance importante, ce qu'on appelle l'école émancipée, tendance essentiellement dirigée par les anarcho-syndicalistes, qui rentrent, les gauchistes, hein, mais tendance forte dans l'histoire du mouvement ouvrier français. Je suis en train de lire un bouquin, il était absolument remarquable, de Jacques Julliard sur l'histoire des gauches, là, qui est paru il y a un mois et demi. Comment ? Remarquable. Et notamment, évidemment, l'histoire des gauches, toute l'histoire aussi du syndicalisme. Et il évoque finalement le vieux faux anarcho-syndicaliste des années 1900. Il parcourra tout le mouvement syndical et d'une certaine manière, le mouvement syndical fonctionne aussi. Pour ça, la charte d'Amiens, vous avez, c'est 1895, si j'ai bonne mémoire, ou 94, c'est dans ces eaux-là, qui dit qu'il y a séparation complète entre le syndicalisme et le politique, que c'était le débat de l'époque. Séparation complète, c'est essentiellement à l'initiative des anarcho-syndicalistes qui battent les guédistes qu'on appellerait aujourd'hui les pro-communistes, ceci étant à revoir de plus près. Bon, alors avec d'autres tendances qui se sont parfois amalgamées, par exemple à l'école émancipée, ils ont eu longtemps le FUO qui repart de l'école émancipée et qui donc, lequel FUO est très strictement, très strictement ancré sur les trotskistes dits lambertistes. Bon, voilà les tendances. Bon. Que va-t-il se passer dans la période allez, je veux dire, à partir depuis la rupture de l'Union de la gauche en 1977, hein, parce que c'est un point important du point de vue historique. Que va-t-il se passer? Il va d'une part se passer l'élément suivant. C'est que, j'ai dit, le NET, syndicat d'enseignement technique, était le seul unité action. Mais entre-temps, les choses avaient largement évolué entre 1965 et même avant. Et puis 1900, excuse-moi,
mais je ne peux pas bouger. Et 1992, de nombreux syndicats s'étaient donné une direction Unité Action. Il y avait avant tout le SNES. Le SNES regroupé, le SNET et l'ancien SNES n'avaient plus fait qu'un seul syndicat en 1966, et il se donne une majorité Unité Action en 1967. Le SNEP, syndicat d'éducation physique, la même année, 1967, juste avant le SNEP, enfin c'était le même mouvement, se donne une majorité Unité Action. L'année suivante, le syndicat national, le SNESUP, de l'enseignement supérieur, se donne une majorité Unité Action. Et la même année, le SNCS, le syndicat national des chercheurs scientifiques, se donne une direction Unité Action. Puis dans la même période, le syndicat des professeurs d'école normale, les écoles normales existent encore, se donne une majorité Unité Action. Vous voyez donc qu'il existait de nombreux syndicats qui se donnaient une majorité Unité Action, et d'autre part, sociologiquement, les postes qui se créaient étaient des postes qui se créaient dans le second degré. Donc, de plus en plus, et de façon inéluctable, Unité et Action allaient prendre, à un moment ou à un autre, la majorité à la fin. D'autre part, ce qui était encore une minorité Unité Action ne se gênait pas pour avoir son propre fonctionnement et décidait s'il participait ou non aux actions lancées par la FEN. C'était plus souvent non que oui. Et puis, lançait entre eux des actions. J'étais un militant Unité Action d'époque, hein, donc j'en sais quelque chose. Je lançais des actions, je ne parle pas à l'époque 92, il y a longtemps, mais je parle des époques, des années 70-80, lançaient leurs propres actions. Donc c'était une fédération qui ne fonctionnait plus, qui ne pouvait plus fonctionner. Les syndicats Unité Action étaient appelés aussi bien par la presse que qu'à l'interne la FENBIS. Vous voyez, bon, donc c'était plus possible. Alors, il est vrai que la FED avait créé s'était doté de statuts qui faisaient que les minoritaires devenaient majoritaires. En augmentant, je dis à un moment, la FED a essayé de regrouper les syndicats. Mais à un moment donné, la FED a essayé au contraire de recréer d'autres syndicats parce que c'était des, entre guillemets, petits syndicats en nombre qui devenaient les forces d'appoint pour avoir des majorités. Je vais donner un exemple, les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine avaient, dans ces années-là, le SNI, qui était Unité Action, bien entendu les syndicats Unité Action, SNES, SNEP, etc., qui l'étaient, et la FEN était UID. Vous voyez, donc, on marchait sur la tête, et c'était plus possible. Voilà la situation de départ. Alors, maintenant, que se passe-t-il concrètement? Donc, vas-y. Je continue. Voilà. Vas-y, un peu plus. Donc, le Conseil fédéral national, CFN, hein, de la FEN, le 6 mai, décide donc d'exclure le SNES et le SNEP. Cause directe de cette exclusion, le SNES et le SNEP ne payaient plus à la FEN leur... Vous voyez à quel point on est arrivé quand même. Ne payaient plus leurs cotisations. On en parlait justement des cotisations fédérales hier au Conseil syndical national du SNPDN. Ne payaient plus les cotisations. Avaient déjà depuis longtemps refusé de donner leurs fichiers. Les fichiers du SNES... le SNEP c'est moins important en nombre, mais le SNES c'était essentiel. Lorsqu'on recevait, les adhérents du SNES recevaient l'enseignement public, ça ne passait pas par la FEN, parce que si ça passait par la FEN, il aurait fallu que le SNES donne ses fichiers à la FEN. Non, c'est la FEN qui transmettait au SNES le paquet de journaux et c'est le SNES qui envoyait le... Vous voyez, le fonctionnement fédéral c'est un peu limite hein, comme type d'action. Alors, c'est venu, pour l'anecdote, c'est venu de façon assez particulière, cette décision d'exclure le SNES et le SNEP. Un militant UID important du SNES, Jacques Etienne, a oublié une serviette dans un café juste à côté du siège du SNES, au hasard, hein. Il a oublié un papier dans lequel était contenu tout le plan d'action qu'avait prévu la FEN, enfin la majorité de la FEN, pour exclure le SNES et le SNEP. Et tout ce qui était prévu par la suite. Donc, bien entendu,
c'est trouvé, et c'est trouvé par qui? Ben, par les militants du SNES. Je dis, c'était le café de la rue de Courtis, juste en bas, le SNES à l'époque était rue de Courtis, donc à côté de l'Assemblée nationale. C'est le café où se regroupaient tous les militants à l'époque, et c'est là que c'est oublié. Enfin, bon, personne n'y a vraiment cru, hein. C'était volontaire. Voilà, bon, c'est l'anecdote. Le SNPDEN décide de ne pas participer au vote. Alors, il faut savoir, là je m'y arrête un tout petit peu, le SNPDEN, il faut que je revienne un tout petit peu sur les tendances, c'est important. Le SNPDES ne fonctionnait pas en tendance, je l'ai dit dès le départ. Mais le SNPDLP, cofondateur du SNPDEN, lui, fonctionnait en tendance. Enfin, c'était simple hein, pour le SNPDLP, il n'y avait qu'une seule tendance, c'était UID. Partant du principe qu'il existait un syndicat CGT, à côté qui existe encore d'ailleurs, hein, des proviseurs de lycées professionnels, à partir de ce moment-là, il n'y avait pas besoin d'estimer la direction du SNPDLP de l'époque, il n'y avait pas besoin d'autres tendances que UID. Si on voulait avoir une tendance, on disait aux gens, la porte est large, vous avez les copains à côté. Vous voyez, bon. Mais la différence était importante parce qu'en fonctionnement interne à la FEN, lorsque Edmond Benayoun, qui était dernier secrétaire général du SNPDES, avait la formule bien simple, lorsqu'un vote était important et que l'affrontement de tendance allait se mettre, il disait « je partais pisser ». Excusez-moi pour l'expression. Donc pour ne pas participer au vote, voilà quelle était l'attitude du SNPDEN. Il ne fonctionnait pas aux organismes de direction, enfin du SNPDES, pardon, hein, il ne fonctionnait pas aux organismes de direction de la FEN, qui étaient monocolores en termes de tendance. Pour le SNPDES, refusait de participer à ça. Le SNPDLP, lui, participait au titre du ID. Donc la décision qui est prise au moment de la création du SNPDEN, c'est de reprendre la position du SNPDES, à savoir on ne participe pas aux organismes fédéraux, hein, parce qu'ils étaient encore en tendance, organisés en tendance. Voilà. Alors, donc, au congrès du syndicat, au congrès fondateur du SNPDEN, nous sommes informés que tout se passait ainsi. Le SNPDEN ne participe pas au vote sur l'exclusion. Et le bureau national du SNPDEN décide de mettre en place une position dite équilibrée, à savoir, je la résume, on reste à, enfin, il n'était pas question de sortir de la FEN, on reste à la FEN, mais on continue à avoir tous les contacts avec les syndicats exclus de la FEN, qui très vite seront rejoints par d'autres, hein, qui eux ne seront pas exclus mais rejoindront. Par exemple, bon, le SNES et le STEP sont exclus, mais le SNESU puis et le SNCS, les chercheurs scientifiques, d'eux-mêmes décideront de quitter la FEN. Les minoritaires du SNI, à savoir donc les militants Unité Action du SNI, quitteront le SNI pour rejoindre ce qui va devenir après la FSU, enfin, qui ne sera pas tout de suite la FSU, mais qui va devenir la FSU. Donc le BN du SNPDEN décide d'avoir une position équilibrée dans ce domaine et décide d'œuvrer pour la réunification du mouvement fédéral. En juin 92, donc très vite après le congrès, donc il se tenait en mai, une consultation est lancée auprès des syndicats, auprès des syndiqués du SNPDEN. Nous avons besoin, ce qui reposait sur l'idée, nous avions besoin d'une grande fédération d'éducation nationale, réellement unitaire, dans la diversité de ses composantes et de ses syndicats, et nous nous efforcerons à travailler à cette fin-là de toutes nos forces. Ce texte-là est mis en consultation, évidemment on recueille voilà, 85%, 7,5% de contre. Hein. Je peux dire, bon, c'est une pétition de principe importante, mais qui n'avait pas grande efficacité. De toute façon, on était inaudible. Hein. Chacun était inaudible pour chacun. L'autisme était installé près de chacun.